L'exposition qui a lieu ici au premier étage, et elle est absolument passionnante parce que elle conjugue tout un ensemble de dimensions d'analyse du suicide qui sont en général séparées, en particulier la dimension psychologique, psychiatrique, sociologique, artistique. Et donc, je veux dire, c'est vraiment une exposition à voir par d'abord son originalité et ensuite son grand intérêt. Donc, je vais vous parler aujourd'hui, le titre c'est « Le suicide dans le monde ». Je vais le faire sur la base d'un texte que nous avons publié il y a 2 ans, Roger Establet et moi, aux éditions du Seuil, sur la question de la sociologie du suicide. Alors, on va parler des dimensions mondiales du suicide et je tiens à dire que je m'exprime ici en sociologue et avant d'aborder à proprement parler la question du suicide dans le monde, je voudrais dire quelques mots sur ce que fait et quels sont les principes, en tous les cas, de la sociologie du suicide ou de l'approche du suicide par la sociologie. Alors, le suicide d'un proche surprend toujours l'entourage et il intervient, si vous voulez, comme un coup de tonnerre aux répercussions énormes dans la vie des gens, de ses proches. Et même dans les cas où il était probable, il joue bien le rôle d'un coup de tonnerre. On ne l'attendait pas et on ne l'attend jamais. Et donc il est toujours imprévisible. Et on invoque aussitôt, pour l'expliquer, des raisons personnelles, des raisons singulières qui sont propres à l'individu, à son caractère, à son passé, à ses relations avec ses parents, sa femme, ses enfants, ses amis, son travail, bref, sa vie personnelle, sa vie à lui, qui ressemble et ne ressemble à la vie d'aucun autre homme. Et donc, d'une certaine façon, chaque suicide est entièrement singulier. Et pourtant, depuis plus d'un siècle, c'est-à-dire depuis 1897 où Durkheim a commencé à étudier d'un point de vue sociologique le suicide, on s'aperçoit que quand on opère 2 opérations arithmétiques extrêmement simples, c'est-à-dire la première est une addition et la deuxième est une division, on obtient une réalité ou une approche de la réalité tout à fait différente que l'approche psychologique d'un phénomène personnel, intime et singulier. C'est-à-dire lorsque, première opération, addition, on additionne tous les suicides qui sont intervenus, par exemple, une année donnée, par exemple en 2000, en France. Tous ces suicides-là, on les additionne les uns après les autres, sans se préoccuper, je veux dire, des motifs qu'ont eu les 12 000 individus de cette année-là pour se suicider. On les additionne et ensuite on les divise par un nombre qui est le nombre d'habitants de la population considérée. Donc, si vous voulez, on le divise par le nombre de la population française. Mais on peut faire l'analyse en analysant uniquement les suicides masculins et on les rapporte à l'ensemble de la population masculine. On peut prendre le suicide de tous les ouvriers et le rapporter à la population ouvrière la même année. Donc on arrive, si vous voulez, à un produit qui s'appelle un taux de suicide. Et le taux de suicide est une entité totalement abstraite qui ne correspond à aucune, si vous voulez, aucune grandeur intuitive, aucune réalité vécue, et c'est un pur et simple artefact. Et c'est donc l'un des miracles, si vous voulez, de la statistique la plus simple, puisque c'est une addition et une division. Et le sociologue va raisonner
sur la base de ces taux. Donc, si vous voulez, il s'éloigne énormément des cas personnels, des drames individuels, qu'il ne considère pas comme des drames mais comme des faits. Et il va comparer ces taux abstraits, qui ne signifient rien pour les individus, en tous les cas, et surtout pour les individus qui se sont suicidés, et il va les comparer. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va comparer ces taux de suicide les uns aux autres. Il va comparer le taux de suicide obtenu en France avec le taux de suicide anglais. Il va comparer le taux de suicide des hommes à celui des femmes. Il va comparer le taux de suicide des jeunes à celui des personnes âgées. Et il va procéder ainsi, de loin en loin, ou de proche en proche, à des comparaisons statistiques très simples de taux de suicide, c'est-à-dire la proportion d'une catégorie donnée qui se suicide par rapport à la population totale de cette catégorie. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il voit? Et donc, il est important d'observer, si vous voulez, que ce sont des réalités abstraites, et c'est un cas tout à fait intéressant aussi d'un point de vue statistique, puisqu'on est là dans le cadre d'exceptions statistiques. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la même chose, si vous voulez. Bon, on fait de la sociologie scolaire, on analyse les probabilités d'échec ou de réussite scolaire. On sait que un enfant, si vous voulez, les enfants qui sont précoces, jeunes, issus de milieux dont les parents sont l'un et l'autre diplômés de l'enseignement supérieur, etc., qui habitent dans les grandes villes, ont beaucoup plus de chances de réussir à l'école, et que les enfants, je veux dire, d'origine étrangère, ouvrière, dont les parents, je veux dire, n'ont aucun diplôme, etc. Bon, et à ce moment-là, si vous faites ça, vous êtes à peu près sûr que l'immense majorité, si vous voulez, des enfants d'intellectuels parisiens dont les parents sont bac plus 12 et 14, je veux dire, l'immense majorité de ces catégories-là seront des bons élèves. Bon. Dans le cas du suicide, c'est complètement différent, c'est-à-dire que aujourd'hui, ce sont les hommes âgés du Morbihan, par exemple, qui se suicident le plus quand ils sont veufs ou célibataires. Bon, ben, heureusement, si vous voulez, l'immense majorité des célibataires ou des veufs âgés de plus de 60 ans dans le Morbihan ne se suicident pas. Bon. Donc, si vous voulez, on est dans un cas d'exception statistique qui est tout à fait intéressant. Et donc, là, ce qui est important, je veux dire, de montrer au début, c'est que Durkheim, et avant lui d'autres, ont été extraordinairement frappés par l'ensemble des régularités qu'on observait en comparant d'une année sur l'autre ou la même année des taux de suicide. Alors, première comparaison, si vous voulez, qui date, enfin, dont on a découvert dès la fin du XIXe siècle, c'est qu'un pays se caractérise par un taux de suicide donné. Bon. Et que ce taux de suicide varie relativement peu d'une année sur l'autre. Que, entre les pays européens, les écarts se maintiennent dans le temps. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les pays du Nord où l'on se suicide le plus, ce n'est pas le Japon non plus. Les pays où on se suicide le plus sont la Russie, la Hongrie et les pays en général d'Europe centrale. La France occupant un rang relativement élevé dans cette hiérarchie. Entre les régions d'un même pays, les écarts se maintiennent dans le temps. Bon. Chose très importantes qui ont été démontrées aussi, c'est que les hommes se suicident de 3 à 4 fois plus que les femmes, pratiquement dans tous les pays, sauf dans un pays dont on parlera, la Chine. Autre régularité, jusque au choc pétrolier des années 70, le suicide était fonction de l'âge. On se suicidait très peu
quand on était jeune et le risque de suicide croissait régulièrement avec l'âge, et c'était dans les âges les plus avancés qu'on se suicidait le plus. Depuis les chocs pétroliers, dans nos pays, cette distribution a été altérée. Le taux de suicide des jeunes a beaucoup monté et le taux de suicide des personnes âgées, au-delà de 60 ans, 65 ans, etc., a beaucoup diminué. Bon, phénomène extraordinairement important, je veux dire, qu'il est intéressant d'analyser. De même, variation plus inattendue, les variations du suicide selon les saisons. Il y a des périodes où on suicide plus que d'autres. Contrairement à ce qu'on croit, et c'est le grand avantage des statistiques, si vous voulez, de mettre en question des représentations spontanées, intuitives, qu'on peut se faire sur le suicide. Tout le monde est persuadé que le suicide est le plus fréquent le week-end et qu'il est le plus fréquent l'hiver. Ce sont justement la période de la semaine, le week-end, où on suicide le moins, et l'hiver, la période de l'année, où on suicide le moins. Au XIXe siècle, Durkheim avait montré que le taux de suicide était le plus élevé au mois d'août, et à mesure que les sociétés sont devenues plus industrielles, moins rurales, plus sensibles au rythme scolaire de la vie quotidienne ou de la vie annuelle, le pic de suicide s'est déplacé de l'été au printemps. Chose importante. Et en ce qui concerne les jours de la semaine, phénomène tout à fait intéressant, ça va décroissant du lundi au dimanche. C'est-à-dire que le jour où l'on se suicide le plus est le lundi, et ça décroît après fortement, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, pour devenir samedi et dimanche, les jours où on suicide le moins. Et avec un certain nombre d'étudiants, on a mis en évidence un effet extrêmement fort d'une grande réforme scolaire qui a pour une fois produit des effets tout à fait sensibles. Vous savez que jusqu'à 1972, c'était le jeudi où les élèves n'allaient pas à l'école. À partir de 1872, c'est devenu le mercredi. On a donc pris... Or, il y avait une idée assez intéressante, si vous voulez, qui était développée par Durkheim, qui disait le suicide protège, la famille protège, et les femmes qui sont des mères et qui ont des enfants, enfin, c'est des mères bon, qui ont des enfants, c'est la même chose, se suicident beaucoup moins que les autres. Et donc, il y avait un rôle extrêmement protecteur joué par les enfants. Durkheim n'avait pas les moyens empiriques de démontrer la chose. Des statisticiens russes l'ont démontré sur des statistiques russes avec beaucoup de clarté pour les années 1920. Mais on n'avait pas de preuves. Et donc nous, avec mes étudiants, on a cherché à voir si le suicide des femmes variait au cours de la semaine entre le mercredi et le jeudi, c'est-à-dire si la courbe antérieure à 72 était la même pour les femmes que la courbe postérieure à 72. Et on a été récompensé de notre hypothèse, c'est-à-dire que avant 72, la courbe était lundi, décrescendo, lundi, mardi, mercredi, pic, enfin je veux dire dépression le jeudi, et ça remontait le vendredi pour redescendre le samedi et le dimanche. Donc il y avait un trou le jeudi, le jour des enfants. Et après 1972, le trou a été le mercredi. Bon. Alors c'est pour dire, si vous voulez, que Durkheim avait raison et que l'hypothèse qui consistait à dire que le phénomène le plus intime, le plus personnel, le plus imprévisible était quand même compris dans une logique sociale régie par des déterminations, des régulations, des régularités, etc.,
qui dépassait largement les individus, puisque on ne peut pas penser, si vous voulez, que quelqu'un qui se suicide le lundi ou qui attend le vendredi pour se suicider le fait consciemment. Bon, c'est absolument pas. Bon, donc, si vous voulez, il y a bien une régularité que le suicide et l'évolution des courbes de suicide représentent un phénomène social d'un intérêt tout à fait étonnant, puisqu'il est extrêmement sensible aux réalités sociales globales, générales, macro-sociales. De même, si vous voulez, en ce qui concerne la vie politique ou la vie nationale, vous le verrez tout à l'heure sur une courbe, je peux la mettre tout de suite d'ailleurs. Voilà l'évolution du taux de suicide en France de 1827 à 2000. Or, vous voyez qu'il y a un certain nombre de creux. Alors, est-ce que ça marche? Oui. Alors, je ne sais pas. Bon, vous voyez un premier creux. J'arrive pas. Ah, voilà. Bon, ça y est. Alors, vous voyez un premier creux ici. C'est la guerre de 70. Un deuxième creux ici, c'est la guerre de 14. Et un deuxième creux ici, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Bon. Donc, si vous voulez, le suicide est extrêmement sensible aux guerres, aux grandes commotions sociales, et on se suicide plus en temps de paix qu'en temps de guerre. Alors, pour que les choses soient claires, si vous voulez, parce que vous ne pouvez pas lire les légendes qui sont en dessous, elles sont trop petites. Ici, au début de la courbe, on est en 1827, et à la fin, ici, on est en l'an 2000. Dernière régularité, si vous voulez, tout à fait paradoxale et inattendue, il y a les guerres, bon, vous voyez, qui produisent des effets extrêmement forts, mais il y a aussi les campagnes électorales. En cas de période électorale, les gens se suicident moins. Alors, la baisse est moins forte en cas de période électorale qu'en cas de guerre. Bon. Et, chose intéressante, elle est plus forte dans le cadre d'une campagne électorale présidentielle que dans le cadre d'une campagne électorale législative, que dans le cadre d'une campagne électorale municipale, où là, on voit pratiquement rien sur les courbes. Bon. Mais donc, si vous voulez, ça veut dire que le phénomène est extraordinairement sensible. Alors, vous avez compris dans cette première petite introduction quelque chose qui est très important de savoir et de préciser, c'est-à-dire que la sociologie a sur le suicide un principe de connaissance qui est un principe de connaissance tout à fait limité. Et je dirais que sous le scalpel du sociologue, le suicide est loin de dissiper son mystère et il ne suffit pas, si vous voulez, d'exhiber ou de manifester ou de mettre en évidence les facteurs sociaux qui l'entourent, l'environnent ou le déterminent pour le décomposer, l'expliquer définitivement. Et je vais même plus loin, et c'est pas du tout pour ça que je pense que la sociologie n'est pas intéressante. Enfin, je veux dire, il ne faut pas du tout conclure à la proposition très violente que je vais dans un instant formuler que la sociologie n'est pas intéressante, mais on peut dire que la sociologie du suicide ne nous apprend rien sur le suicide en tant que drame individuel. Il faut absolument le savoir, le reconnaître, modestement, mais je veux dire, c'est pas du tout l'objectif du sociologue, et chez certains sociologues, et chez Durkheim en particulier, il y avait une ambition explicative générale, et il disait, la sociologie va tout expliquer, et que la psychologie ne va rien expliquer, la sociologie va beaucoup mieux expliquer le suicide que les psychologues, et mieux vaut connaître les causes sociales, etc. Bon, la sociologie explique ça, la psychologie explique autre chose, et la psychiatrie autre chose encore. Mais imaginez qu'un psychiatre ne sache du suicide que ce que le sociologue lui apprend, il est certain qu'il ne sauvera pas beaucoup de gens. Il n'empêchera pas beaucoup de gens de se suicider. Ça peut l'aider,
mais je veux dire, tout le savoir qu'il peut avoir, si vous voulez, sur la réalité individuelle, personnelle, les composantes biographiques du suicide qui lui sont absolument indispensables pour le prévenir, c'est pas la sociologie qui va lui fournir. Et que, si vous voulez, ce qui est important, c'est que il faut bien comprendre ça avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que ce n'est pas la société qui éclaire le suicide, c'est au contraire le suicide qui éclaire la société. Les hommes se suicident 3 fois plus que les femmes. C'est un fait. Qu'est-ce qu'un homme? Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que les hommes soient plus fragiles que les femmes? Ou les femmes plus solides que les hommes? Les villes, aujourd'hui, protègent du suicide alors qu'elles exposaient davantage au suicide pendant le XIXe siècle. Qu'est-ce qu'une ville? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le curseur se soit ainsi déplacé? Et donc, si vous voulez, la sociologie du suicide, son intérêt, c'est qu'elle oblige à poser tout un ensemble de questions sur les variables, sur les déterminants sociaux qui expliquent ou rendent compte ou favorisent le suicide. Donc, je pense que là qu'il faut bien mettre les choses au point au début, de manière à ce qu'il n'y ait pas, je veux dire, de malentendus sur ce qu'on pourra, je veux dire, dire. Alors, restons, si vous voulez, sur cette courbe qui est quand même assez impressionnante et essayant de la décrire. Donc, c'est le suicide en France au XIXe siècle et au XXe siècle. Alors, on a signalé les cas, je veux dire, les cas de guerre, enfin les cas de les 3 guerres, et on est frappé aussi par le fait que tout au long du XIXe siècle, le suicide n'a cessé de monter. Et ici, si vous voulez, on est du côté de 1905, 1906, etc. Et ici, on est à la fin du XIXe siècle, c'est-à-dire qu'on n'est pas loin de 1897, c'est-à-dire le moment où Durkheim a écrit son livre. Il était là. Il ne connaissait évidemment pas ce qui est arrivé après. Et comme il a écrit à ce moment-là, il ne pouvait absolument pas prévoir que le taux de suicide allait se modifier, il allait baisser fortement tout au long du XXe siècle, et lui, si vous voulez, il était extrêmement inquiet, parce que lui était un homme de progrès. Il était laïque, il a participé avec les républicains de la Troisième République, des fondateurs de la Troisième République, à la création, je veux dire, de la République, d'une école gratuite, obligatoire et laïque. Et il était tout à fait, si vous voulez, dans ce mouvement des républicains de progrès. Et il était tout à fait pour le développement, si vous voulez, d'une économie de marché, etc. Or, qu'est-ce qu'il voyait? C'est que, et c'était l'un de ses drames, c'est que la société qu'il appelait de ses voeux était très coûteuse en termes de suicide, puisque à mesure que le progrès scientifique, la raison se développait, etc., le taux de suicide augmentait, et il ne voyait pas de raison pour que la chose s'arrête. Or, qu'est-ce qu'on observe dès la fin, enfin, si vous voulez, du 19e et le début du 20e, c'est une forte... bon, d'abord, ça cesse de monter, c'est complètement refroidi par la guerre de 14, et on voit que la reprise à la fin de la guerre de 14 est en dessous, je veux dire, du chiffre ou du niveau de départ. Et voilà l'entre-deux-guerres, bon, une sorte de petit plateau heurté, et Deuxième Guerre mondiale, ça s'écroule à nouveau, et ça repart à un régime encore plus bas. Et voyez les 30 glorieuses, les années de croissance, elles sont là. Et ici, c'est les années 74, 60, enfin, si vous voulez, les années du choc, des chocs pétroliers.
de début d'un chômage de masse, et on voit à ce moment-là le suicide remonter extrêmement fortement, avec une pente relativement analogue à celle qui était dans le cadre de la fin ou de l'ensemble du XIXe siècle. Et puis là, 87, 85 à peu près, 87, chute, et chute brutale. Alors là, c'est très compliqué, si vous voulez, de trouver des explications, puisque on peut dire autant des années de croissance, de boom économique, de croissance à 6% l'an, je veux dire, le suicide se calmait, c'est tout à fait raisonnable. Et ici, on a la montée du chômage, l'insécurité, le chômage de masse, la précarisation, etc. Bon. Or, 87, si vous voulez, n'a pas du tout marqué ni la fin du chômage, ni celle de la précarisation. Et pourtant, ça baisse. Alors, c'était une énigme que, je veux dire, on ne comprenait pas très très bien, Establet et moi, quand on a établi ces courbes-là, et on le disait. Et un jour, j'ai commenté cette courbe devant quelqu'un qui va faire prochainement ici une conférence sur la même question. C'est Jean-Louis Terrat, qui est un psychiatre lyonnais. Et lui, il m'a dit, c'est très simple, c'est 1985-87, c'est le début de la généralisation des antidépresseurs. C'est-à-dire que les antidépresseurs existaient bien avant, mais leur libéralisation, si vous voulez, le fait que des médecins généralistes puissent les prescrire, a fait considérablement baisser le taux de suicide. Bon. Alors, c'est vraisemblable. Là aussi, si vous voulez, on est dans le domaine des statistiques du suicide, et c'est ça qui est extrêmement intéressant, un peu dans le cas qui est celui d'un inspecteur de police devant un crime inexpliqué, c'est-à-dire que les morts ne parlent pas, et qu'on est obligé de faire des hypothèses. Bon. Et que cette hypothèse-là me semble fondée. Bon. Mais, si vous voulez, ce n'est pas les chiffres mêmes qui vont le donner. Donc, maintenant, si vous voulez, essayons de sortir du domaine français sur lequel nous reviendrons pour aborder un domaine plus international. Alors là, le tableau est compliqué, mais je vais vous le décrire facilement. En abscisse, horizontalement, vous avez le produit intérieur brut par habitant d'un ensemble important de pays, et en dollars. Et les chiffres qu'on a pu rassembler avec autant de pays sont relativement anciens, puisqu'ils sont du siècle passé, hein, c'est-à-dire qu'ils sont à la fin, enfin, ils sont 99. Bon, donc ils ont 10 ans, et que beaucoup de choses sont changées, en particulier la position de la Chine, si vous voulez, s'est énormément développée, etc. Bon. Mais ce qu'on voit, si vous voulez, c'est que le taux est en ordonnée, on a l'élévation du taux de suicide. Hein, du taux de suicide masculin, 10, alors ça se calcule par 100 000 habitants, hein, c'est 10 pour 100 000, 20 pour 100 000, 30 pour 100 000, 40 pour 100 000, etc. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit, et donc on n'a pas tous les pays, puisque tous les pays ne disposent pas de statistiques à peu près fiables sur les données relatives au suicide, mais on a quand même un certain nombre de pays suffisamment intéressants, si vous voulez, pour qu'on puisse établir un peu comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a une tendance, hein, je veux dire, la courbe, si vous voulez, commence là et croît. Bon, et donc, on a le suicide, si vous voulez, quand on essaye de voir cette diagonale, enfin cette droite, qui est une droite de régression, mais qui est une droite, enfin, je veux dire, qui indique, si vous voulez, qui passe au milieu du nuage de points, c'est que le suicide croît à mesure que croît la richesse des pays. Plus un pays est riche, plus on s'y suicide, et plus le taux de suicide y est élevé. Alors, la Suisse, ruban bleu, bon, mais là, vous avez le pays, si vous voulez, Luxembourg, Japon, Norvège, Islande, etc. Et la France, là, si vous voulez, elle est au-dessus, hein, de tout le monde. C'est-à-dire que si elle avait le taux de suicide qui correspondait à son niveau de richesse, elle serait à peu près à la hauteur du Canada. Elle est beaucoup au-dessus.
Bon, donc, si vous voulez, mais dans l'ensemble, si vous voulez, on a ce pays. Et ici, on a des pays pauvres. Alors, on a la Chine, ici, qui est mesurée, je veux dire, il y a 10 ans. Bon, donc, ils ont fait d'immenses progrès. Et le taux de suicide a monté. On y reviendra tout à l'heure. Bon, vous avez la Syrie, la Géorgie, etc., le Chili, l'Inde. Bon. Et vous avez quelque chose de tout à fait étonnant ici, c'est l'ensemble avec des taux de suicide très élevés, hein, les plus forts, la Lituanie, la Russie, l'Estonie, la Hongrie, la Biélorussie, donc si vous voulez, qui sont vraiment se caractérisent par les taux de suicide les plus élevés. Et ils ont en commun d'être tous plus ou moins massivement, si vous voulez, d'anciens pays des blocs de l'Est, c'est-à-dire des pays satellites de l'URSS. Et en même temps, ils ont la caractéristique aussi d'être des pays d'Europe centrale où il y a toujours eu un taux de suicide particulièrement fort et élevé. Alors, on peut se dire qu'il y a une exception, c'est-à-dire que on dit, d'après ça, si vous voulez, le taux de suicide monte à mesure que s'élève le niveau de richesse des pays, avec une exception qui est cela. Alors je pense que ce n'est pas véritablement une exception, c'est-à-dire que, en fait, ce taux de suicide élevé correspond en fait à des pays dont la richesse réelle est très mal mesurée par le produit intérieur brut en dollars. C'est-à-dire que ces pays socialistes comme l'Ukraine, la Slovénie, la Hongrie, la Russie, etc., étaient caractérisés par une tradition, je veux dire, de services publics extrêmement développés, en matière d'école, en matière de santé, etc., d'hôpitaux. Et si bien que le niveau de vie réel des gens, si vous voulez, de ces pays ne correspond pas du tout aux pays comme la Syrie ou des pays beaucoup plus pauvres. Bon. Donc, si vous voulez, là, il faut le faire. Mais ce qui est certain, d'après cette droite-là, c'est que aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, et avec un bémol, si vous voulez, pour les anciens pays socialistes, mais qui sont mal mesurés, dont la richesse est mal mesurée par le PIB, c'est que plus un pays est riche et plus le taux de suicide y est élevé. Donc ça, c'est une première régularité. La deuxième régularité, c'est que dans les pays riches où le taux de suicide est le plus élevé, ce sont les États, les départements, les villes les plus pauvres où l'on se suicide le plus. Et que plus un pays est riche, plus on s'y suicide, mais dans un pays riche, ce sont les plus pauvres qui se suicident le plus. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait intéressant et quelque chose de tout à fait nouveau. C'est-à-dire que... alors, bon, je vous donne des exemples concrets. Voilà le taux de suicide aux États-Unis. Alors, il va décroissant, c'est construit de la même manière, c'est le revenu médian en dollars, etc., qui est en abscisse, et le taux de suicide pour 100 000 qui est en ordonnée. Et vous apercevez qu'à droite, là où le taux de suicide est le plus élevé, vous avez les pays les plus riches, les États les plus riches. La Californie, le Connecticut, toute la côte Est, le Massachusetts, l'État de New York, New Jersey, c'est-à-dire la Californie et la côte Est, bon. Et que plus vous allez vers la gauche du graphique, et plus vous allez dans des États pauvres. Le Montana, le Wyoming, l'Arizona, etc., qui sont des déserts, bon, et où le niveau de vie est beaucoup plus bas. On a fait des études identiques dans d'autres pays, en particulier en Angleterre, où en Angleterre, si vous voulez, ils disposent d'un indicateur tout à fait intéressant, qui est un indice de ce qu'ils appellent the deprivation. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement la pauvreté monétaire mesurée par un revenu moyen qui est prise en compte, mais tout un ensemble d'indicateurs ayant trait au revenu, à l'emploi, c'est-à-dire au taux de chômage, à la précarisation des emplois, à la santé et au handicap,
à l'éducation et à la qualification, à la qualité du logement, à l'accessibilité aux équipements et à l'accessibilité géographique. Et donc, si vous voulez, c'est des indicateurs beaucoup plus qualitatifs qui vont dans un détail très fin, puisque ça va même jusqu'au niveau de, pas seulement du quartier, du district et du quartier, mais de l'îlot, de ward. Bon, et donc, les Anglais ont des statistiques sur la pauvreté et sur la deprivation, c'est-à-dire c'est pas seulement la pauvreté, c'est-à-dire c'est la deprivation, ça peut être, si vous voulez, le manque, quoi, c'est-à-dire le handicap, le manque de tout un ensemble de ressources. Et on s'aperçoit là, si vous voulez, que en Angleterre, ce sont les îlots, les districts, les villes et les quartiers qui cumulent le maximum de carence, on peut traduire ça aussi par carence, qui sont aussi les districts les plus exposés au suicide. Et en prenant un taux de suicide masculin pour une tranche d'âge donnée, et on voit qu'il est très très fortement corrélé à la faiblesse des revenus, mais encore au chômage. Et encore plus, si vous voulez, à toutes les dimensions de la misère sociale, de l'isolement, etc. Et des districts, si vous voulez, tels que Birmingham ou Manchester, se classent au premier rang pour la concentration des misères sociales. Et c'est dans ces districts-là, dans ces villes, que les taux de suicide sont les plus élevés. Et donc, au contraire, si vous voulez, dans du côté de Londres ou des États, enfin pas des provinces qui sont beaucoup plus aisées, le taux de suicide est beaucoup plus faible. Et donc, si vous voulez, il y a un côté Ken Loach c'est-à-dire tous les quartiers, toutes les villes qui sont décrites et analysées dans les films de Ken Loach sont les lieux aussi où le taux de suicide est le plus fort. Et on a fait les mêmes expériences dans d'autres pays avec d'autres critères, etc. Et c'est la même chose en ce qui concerne les départements. C'est-à-dire qu'en France, au XIXe siècle, on suicidait beaucoup plus dans les villes et on suicidait beaucoup plus dans les grandes villes. Et en gros, au XIXe siècle, les villes où le taux de suicide était le plus élevé étaient Paris, Lyon, Marseille, ce qu'on appelait le PLM. Bon. Et à l'heure du TGV, donc autre forme de train, Paris, Lyon et Marseille sont les villes où le taux de suicide est le plus bas. Et c'est dans les pays les plus pauvres, les Côtes d'Armor, dans certains lieux de Corrèze, etc., où le taux de suicide est le plus élevé. Donc on a bien ça. Et on a fait des statistiques avec, si vous voulez, le taux d'impôt sur le revenu. C'est dans les départements où la proportion de personnes non astreintes à l'impôt sur le revenu, parce qu'elles ont des seuils de revenus des revenus inférieurs au seuil de déclenchement de l'impôt sur le revenu, que le taux de suicide est le plus élevé. Et si on prend la chose en termes de catégorie sociale, on s'aperçoit aussi, si vous voulez, que le taux de suicide est le plus élevé dans les catégories les plus vulnérables. Alors ça a été les paysans pendant juste l'après-guerre, jusque dans les années 70, c'est-à-dire au moment où le monde paysan passe de 25% à peu près de la population active à autour de 5%, où on a la désertification des campagnes, où les lignes secondaires de chemin de fer sont supprimées, où les cafés, les commerces, etc. disparaissent des villages, des hameaux d'abord, des villages ensuite. Bon, et pendant longtemps, ça a été les paysans. Et c'était, si vous voulez, ce que les sociologues, comme Henri Mindras, etc., l'époque de la fin des paysans. Et puis, bon, la population paysanne s'est stabilisée. Ceux qui sont restés étaient les plus costauds et les plus modernes, et le suicide a cessé dans cette catégorie, en tous les cas, a cessé de distinguer cette catégorie. Et par contre, c'est chez les ouvriers et aujourd'hui chez les employés que le taux de suicide est le plus élevé. Alors, chose importante à signaler, c'est qu'on observe dans ce domaine si vous voulez, de la répartition du suicide par catégorie sociale, une grande différence entre le XIXe siècle et le XXe siècle.
et dans tous les pays. C'est-à-dire que les statistiques du XIXe siècle étaient incomplètes et ne permettaient pas de saisir dans un grand détail, avec une grande précision, les professions des personnes qui se suicidaient. On avait des indications, mais c'était des indications vagues. Et sur la base de ces indications, Durkheim disait qu'on se suicidait beaucoup plus en haut de la société, chez les intellectuels, chez les médecins, chez les professions libérales, les avocats, les militaires, les officiers, que dans le bas. Et il disait une chose qui mérite réflexion, il disait la misère protège. La misère protège, c'est-à-dire que quand on est dans une situation de misère, la vie n'a pas de prix, et on se serre les coudes, ça entraîne beaucoup de solidarité. Et j'ai un de mes collègues, nous avons un de nos collègues, Serge Pogam, qui a publié l'année dernière un livre tout à fait intéressant qui s'appelle « Les formes élémentaires de la pauvreté ». Et il distingue au moins deux formes de misère. Il distingue une misère ou une pauvreté, si vous voulez, intégrée, et une pauvreté disqualifiante. La pauvreté intégrée, c'est la pauvreté que l'on rencontre dans les pays pauvres, où tout le monde est pauvre. Et à partir du moment où tout le monde est pauvre, je veux dire, la pauvreté n'est pas un stigmate, d'abord, et ensuite, elle engendre tout un ensemble de solidarité familiale, etc., pour y faire face. Tout autre est la pauvreté disqualifiante, celle qui frappe un certain nombre de catégories dans des sociétés riches. Et quand on est pauvre dans une société riche, c'est beaucoup plus difficile à supporter que d'être pauvre dans une société pauvre. Bon, donc, sur la base, enfin, il n'avait pas lu Pogam, évidemment, puisqu'il n'était pas né. Mais Durkheim, si vous voulez, avait un peu ce genre de raisonnement dans la tête quand il disait que la misère protège. Alors, depuis, les historiens ont fait pas mal de recherches et on a repris de près les statistiques sur lesquelles s'appuyait Durkheim. Et on pense qu'il s'est un peu trompé en disant que la misère protégeait beaucoup. Et il semble qu'à son époque, au XIXe siècle, en France, mais dans d'autres pays aussi, comme l'Angleterre, l'Allemagne, etc., le suicide frappait aux deux bouts de la société, à la base et au sommet. C'est-à-dire qu'il frappait les pauvres et il frappait les riches. Et par tout un ensemble d'enquêtes, si vous voulez, qu'on a mises, Establet et moi, bout à bout, des enquêtes américaines, anglaises, européennes, qu'on a vues, enfin, si vous voulez, sur des analyses souvent ponctuelles, des monographies sur le suicide entre le XIXe siècle et le XXe siècle, pas mal aux États-Unis, pas mal en Angleterre, très peu en France, où il y a eu très peu d'enquêtes historiques là-dessus. Il semble bien, si vous voulez, que le centre de gravité du suicide s'est déplacé progressivement pour aller du haut vers le bas et se concentrer dans le bas de la pyramide sociale, dans sa base, c'est-à-dire dans les catégories ouvrières, employées, paysannes, les plus vulnérables. Et ça, il semble que ce soit vrai dans tous les pays d'Europe, mais dans tous les pays développés de l'OCDE. Alors ça, c'est quelque chose de tout à fait, je veux dire, nouveau. Et que le taux de suicide des ouvriers, le taux de suicide des cadres des professions libérales, etc., dans la France d'aujourd'hui, des intellectuels, il est très très faible. Et en tous les cas, très inférieur à ceux des taux de suicide des catégories populaires. Alors ça, on est à peu près sûr, enfin, je veux dire, de ce domaine-là. Bon, donc, si vous voulez, le curseur s'est déplacé et il peut être tout à fait intéressant d'essayer de se demander pourquoi. Comment expliquer qu'aujourd'hui, si vous voulez, les personnes les plus
je dirais, situés en haut de la société sont le plus protégés. Alors, Durkheim disait « on suicide d'autant moins qu'on est intégré ». Et il montrait que les personnes mariées avec enfants suicidaient moins que les veufs ou les personnes seules. De fait, si on dépasse, si vous voulez, le niveau uniquement de la famille, on s'aperçoit que plus on est en haut de la société et plus on a de liens sociaux. Alors il y a eu beaucoup d'enquêtes récentes qui ont été faites sur la sociabilité. Qui recevez-vous chez vous? Est-ce que vous êtes invité chez d'autres? Combien de personnes rencontrez-vous chaque jour? Avec qui parlez-vous? Etc. On a beaucoup de... alors par le téléphone, par l'email, enfin je veux dire avec qui êtes-vous liés? Et il y a aujourd'hui de très bonnes enquêtes sociologiques de sociabilité qui mesurent, décrivent, si vous voulez, à la fois l'intensité et la qualité des liens sociaux. Et les associations, est-ce que vous êtes membre d'une association? Je veux dire, est-ce que vous participez à des équipes de sport, etc. Bon. Et on s'aperçoit dans ce domaine-là, si vous voulez, que plus on est situé haut dans la hiérarchie sociale, plus les liens sociaux sont développés, nombreux et de qualité longue. Et au contraire, plus on est en bas et plus on est privé de ces liens et de ces rapports avec les autres. Donc il y a un isolement, il y a eu des tas d'enquêtes sur l'isolement social, etc. Mais on peut aussi aller plus loin et essayer de voir, si vous voulez, avec d'autres dimensions, ces dimensions étant, si vous voulez, l'espérance de vie. On a un de nos collègues qui a montré que le taux de suicide frappait aujourd'hui les catégories sociales dont l'espérance de vie était déjà la plus faible. Or, vous savez qu'aujourd'hui, l'espérance de vie de ceux qui vivent le plus longtemps est supérieure d'environ 10 ans à ceux dont l'espérance de vie est la plus courte. Pas des individus, hein, mais des groupes sociaux. Pendant très longtemps, c'était les ecclésiastiques qui détenaient le record de longévité, et maintenant, c'est les enseignants, les cadres, enfin, etc. Bon. Et donc, si vous voulez, il y a 10 ans. Et il y a eu des études tout à fait intéressantes qui ont été faites par des sociologues de la santé sur la distribution de la mortalité en fonction, je veux dire, des affections. Or, on s'aperçoit aussi, si vous voulez, que non seulement l'espérance de vie est très différente selon les pays, mais que également, si vous voulez, il y a de fortes disparités dans les maladies. Et que les plus fortes disparités entre le groupe des cadres supérieurs et des professions libérales et les autres, si vous voulez, c'est en termes de mortalité par l'alcool, cirrhose, tumeur des voies aérodigestives, diabète, pathologie respiratoire, accidents vasculaires cérébraux, cancer de l'estomac, infarctus du myocarde, cancer de l'intestin, du pancréas, etc., et suicide. Et qu'il y a un lien, si vous voulez, le taux de suicide, il est associé, en tous les cas, si vous voulez, dans les catégories, je veux dire que ce sont celles aussi qui sont le plus victimes de ce genre de maladie. Et en particulier, il y a une chose intéressante aussi qui s'est déplacée comme le suicide, c'est la mortalité par maladie cardiovasculaire. Pendant longtemps, les maladies cardiovasculaires étaient souvent l'apanage des cadres et des catégories situées en haut, bon, stressés, etc. Bon. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Les maladies cardiovasculaires frappent la mortalité, si vous voulez, est la plus forte chez les ouvriers. Et pourquoi? Parce que dans les milieux intellectuels, de cadres, de professions libérales, on a des politiques de prévention, bon, de régime, de gymnastique, etc., de bodybuilding et compagnie, et aussi, je veux dire, de recours plus rapide à des soins. Et là, les études montrent, si vous voulez, qu'en matière de cardiovasculaire, les catégories populaires sont les plus exposées et en meurent le plus. C'est-à-dire qu'il y a les deux choses, c'est-à-dire y être exposé et en même temps en mourir. Or, on peut y être exposé et en guérir. Bon, et là, c'est aussi... Donc, si vous voulez, cette économie générale
de la répartition du suicide selon les catégories sociales montre que, je veux dire, la vie n'a pas du tout la même qualité pour les uns et pour les autres. Et que le suicide est un indicateur tout à fait, je veux dire, robuste et pertinent qui permet de le mesurer. Alors, avant de passer à deux autres dimensions qui sont le sexe et l'âge, je voudrais vous donner un aperçu saisissant du taux de suicide en Russie. Alors, le taux de suicide en Russie, il a été assez bien mesuré au XIXe siècle et au début du XXe siècle, jusque dans les années 1925. Et le taux de suicide russe, russe puis soviétique, était faible. C'est-à-dire qu'on se suicidait beaucoup moins en Russie qu'en Europe de l'Ouest. À partir de 1905, les sociologues, les statisticiens, les politiques russes ont été attirés par une hausse légère du suicide, mais une hausse significative. Et ils ont dit, c'était après 1905, le suicide est un désordre bourgeois, tout ça va disparaître avec le socialisme. Et ça n'a pas disparu avec le socialisme, c'est-à-dire que ça a continué à monter. Fortement pour eux, parce qu'ils partaient de très bas, relativement faiblement pour des yeux des statisticiens européens habitués à des montées beaucoup plus fortes comme celles que je vous ai montées pour la France. Alors à ce moment-là, si vous voulez, il y a eu tout un ensemble de discussions, de propos, aussi bien menés par les médecins légistes que par les responsables du parti, etc. Et ils ont fait d'admirables statistiques. Alors, ils voulaient absolument éradiquer la chose. Ils ont complètement compris Durkheim et ils ont fait du super Durkheim avec des détails beaucoup plus grands, etc. Et puis, le suicide montait toujours, y compris, disait-on, dans nos propres rangs, c'est-à-dire qu'au sein même du Parti communiste, et de même des dirigeants, un certain nombre de gens se suicidaient. Alors là, c'était insupportable, et donc on a fermé le robinet des statistiques. C'est-à-dire qu'on a cessé de mesurer le phénomène, et le fils de Staline s'est lui-même suicidé, et il y a des propos terribles de Staline sur son fils en disant que c'était un bourgeois, c'était une maladie bourgeoise, etc. Donc à ce moment-là, exit. Ces statistiques ont reprises en 1965, et on s'aperçoit qu'entre le dernier moment où on les connaissait, c'est-à-dire 1925 et 1965, elles ont beaucoup monté. Et vous voyez qu'en 1965, elles sont à peu près autour de 20 pour 100 000, ce qui est à peu près le niveau français, qui est un niveau très élevé. Bon. Et depuis, on le voit, elles n'ont cessé de monter toujours. Et en même temps, ces statisticiens russes nouveaux qui ont travaillé avec des statisticiens français de l'INED, c'est-à-dire que c'est une production franco-russe et tout à fait fiable, montrent qu'il y a une forte corrélation entre la montée de l'alcoolisme, la montée du suicide, la montée des accidents et, à une moindre mesure, la montée des homicides. Et là, qu'est-ce qu'on voit brutalement, si vous voulez, à partir des années 85, chute brutale de tous ces accidents, de tous ces suicides, de toutes ces morts par suicide et par homicide. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose d'important, c'est qu'à l'époque, c'était Gorbatchev qui était à la tête du pouvoir soviétique, et il a pris une mesure terrible en matière d'alcool. Il a diminué radicalement la production d'alcool et réussi à faire monter très fort les prix. Et pendant un certain temps, la diminution d'alcool a énormément baissé. Et donc là, chose intéressante, on voit que tout baisse. Et que le suicide baisse comme les autres valeurs. Et pendant une durée assez longue. Et après, on revoit que tout remonte. Par qui Gorbatchev a été remplacé? Par quelqu'un qui était toujours représenté avec une bouteille de vodka à la main, et c'est Elstine, qui a libéralisé les prix, recommencé la production d'alcool, etc. Alors, je pense que cette réaction-là, si vous voulez, cette vision-là est tout à fait intéressante, parce qu'elle montre que le suicide n'est pas du tout une fatalité,
et qu'à partir du moment où on en fait une question de politique publique, de santé, on peut prendre des mesures. Et là, ça veut dire que, si vous voulez, il y a une relative élasticité du phénomène. Bon. Donc, voilà. Alors maintenant, je voudrais parler juste de deux points pour terminer, puisque mon temps va bientôt se terminer. C'est la question de l'âge et la question du sexe. L'âge, vous le voyez, là on a deux courbes de suicide aux États-Unis. Une en 1950, qui est celle qui monte, qui est une courbe classique, c'est-à-dire que tout le 19e, tout le 20e siècle, la courbe a été comme ça, c'est-à-dire qu'on suicide peu aux âges jeunes et beaucoup aux âges élevés. Et puis on a la statistique de la répartition par classe d'âge du suicide en 1990. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Elle est beaucoup plus plate, c'est-à-dire que le taux de suicide des jeunes a monté et le taux de suicide des vieux a baissé. Alors, c'est une statistique américaine, donc extrêmement spectaculaire, et on en retrouve les principes, mais pas autant, de façon aussi nette, dans la plupart des pays, en Angleterre, en France en particulier. Le suicide des vieux a baissé, le suicide des jeunes a monté. Alors, les causes, on peut, la statut, enfin, jusqu'à aujourd'hui en tous les cas, mais on verra demain, mais le statut des retraités s'est considérablement amélioré au cours des 20 dernières années ou des 30 dernières années en France. Bon. Et inversement, la situation des jeunes s'est beaucoup dégradée avec le chômage, etc. Donc, réponse, taux de suicide. Alors, contre-exemple, si vous voulez, très intéressant, c'est le Japon. Alors, le Japon, qui est en général considéré comme la terre du suicide, est un pays où le taux de suicide n'est pas très développé, et en tous les cas, il est toujours plus faible qu'en France. Et ce qui est intéressant, c'est que cette montée des taux de suicide des jeunes a été observée dans la plupart des pays de l'OCDE, à des degrés différents. Plutôt moins en Angleterre, mais enfin ça a été net quand même. Bon, mais la tendance était claire, avec des degrés d'intensité différents. Deux exceptions, l'Allemagne et le Japon. Et le Japon, vous le voyez, on a la courbe ici de 1950 et la courbe de 1995. Bon. Or, qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'entre 1950 et 1995, le taux de suicide des vieux a baissé et le taux de suicide des jeunes également a baissé. Bon. Donc ça, c'est absolument net. Et qu'est-ce que en Allemagne, c'est pareil. Qu'est-ce qu'ont de commun l'Allemagne et le Japon? C'est que ces deux pays, avec des formes différentes, attachent une importance et une attention extrêmement forte à l'accueil des jeunes dans les entreprises. L'Allemagne, par son système d'éducation duel, où très tôt les jeunes en formation travaillent dans des entreprises et sont formés en partie par l'école et par l'entreprise, le système dual, et le Japon, où les jeunes sont l'objet, ou ont été pendant très longtemps l'objet d'un accueil extrêmement fort de la part de leurs collègues, de la direction, etc. Et ils sont véritablement accueillis, et ils sont accueillis dans les entreprises à cette époque-là, en tous les cas, comme dans une véritable famille. Or là, taux de suicide des jeunes n'a pas suivi la tendance mondiale, n'a pas de montée. Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Japon? Ils ont eu pas mal de difficultés, et ils ont dû renoncer à un moment donné, à partir de 1995 en particulier, à leur fameux système de l'emploi à vie. Et les jeunes ont été moins accueillis. Qu'est-ce qu'on observe? On observe une montée entre 1995 et 1900-2000 du suicide en général et du suicide des jeunes en particulier. Bon, donc là, si vous voulez, on est dans un cas particulièrement clair. Alors, je finirai cet exposé sur une touche différente, c'est la question des femmes. Les hommes se suicident 3 à 4 fois plus que les femmes, sauf dans un pays, la Chine,
et en Inde, c'est presque du 50-50. Alors, comment l'expliquer? Alors, on peut l'expliquer en prenant des principes durkheimiens, si vous voulez, d'intégration, c'est-à-dire que, en dépit de progrès considérables et de montée forte du taux d'activité des femmes, les femmes restent majoritairement en charge de la famille. Elles s'occupent de leurs parents, elles s'occupent de leurs maris, elles s'occupent de leurs enfants, elles s'occupent de leurs petits-enfants. Et l'action des hommes en matière de travail domestique, fort célébrée en 1968, mesurée par l'INSEE, est très modeste. Dans le cadre de 25 ans, je crois que la part de travail, de participation des hommes au travail domestique s'est accrue de 11 minutes. Alors, c'est quand même très significatif, c'est-à-dire que là, je veux dire, on reste dans le domaine durkheimien, si vous voulez, de la famille protège, et les enfants protègent. Et que la domination, si vous voulez, des femmes et le fait qu'elles soient liées à leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs maris, etc., les protège. C'est la domination ici qui protège. Bon, on peut continuer, si vous voulez, dans le cadre de cette explication. En Chine, qu'est-ce qui se passe? Alors, en Chine, c'est très différent, c'est-à-dire que c'est le seul pays, je le répète, où les femmes se suicident plus que les hommes. Ça se passe à la campagne, ça se passe dans des milieux paysans très pauvres, et ça se passe sous une forme qu'on peut appeler vindicative. C'est-à-dire que les femmes sont contraintes, dès qu'elles sont mariées, de vivre dans la maison de leur mari, et se trouvent souvent sous la houlette de leur belle-mère, qui les traite comme des esclaves. Et leur situation est tellement triste, mauvaise, il y a un film là-haut qui le dit, que l'une des seules issues possibles pour elles, c'est de se tuer. Et mieux vaut la mort qu'une vie aussi misérable. Et ce cas, si vous voulez, de suicide est ce qu'on a appelé le suicide vindicatif, c'est-à-dire une sorte de suicide par vengeance, en disant je me suicide parce que ma belle-mère me mène une vie absolument impossible et je souhaite que mon fantôme hante sa vie jusqu'au jour de sa mort. Bon, donc on a ce cas-là. Alors, mon temps est écoulé et je ne vais pas le dépasser. Je terminerai juste par une conclusion, si vous voulez, sur qu'est-ce qu'apporte finalement la sociologie du suicide à la connaissance du suicide. Alors, je redis bien et je répète, ou je rappelle en tous les cas ce que j'ai dit au début, c'est que la connaissance du phénomène, si vous voulez, individuel, la sociologie n'explique pas, mais qu'est-ce que ça peut apporter? Ça peut apporter, je crois, un changement de... Alors, ça peut apporter beaucoup d'interrogations sur toutes les variables sociales ou économiques qui permettent d'augmenter ou de diminuer le taux de suicide. Mais moi, ce que je crois surtout, c'est que l'un des mérites, l'un des grands intérêts de la sociologie du suicide, c'est qu'elle nous permet de changer notre regard sur le suicide. Ça reste un drame. C'est horrible. C'est un drame épouvantable. Ça affectera toujours, en dépit de toute la sociologie, je veux dire, la vie de tous les proches de ceux qui mettent fin à leur jour. C'est toujours un drame. Mais, je veux dire, ça change le regard, c'est-à-dire que ça oblige à s'interroger sur les dimensions sociales de la vie personnelle, sur les dimensions sociales de la vie la plus intime et des ressorts les plus secrets de nos propres existences. Et dans ce cas-là, je crois que c'est intéressant. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention.